également. Donc ça va peut-être prendre un peu de bande passante, mais c'est pas très grave. Donc Bain Co qui nous avait envoyé en fait deux présentations, une plutôt orientée retail et une autre plutôt orientée fabricant. Deux produits de grande consommation, alimentaire et hygiène beauté, donc plutôt des PGC. C'est pour ça qu'on n'a pas envoyé cette invitation aux grandes surfaces spécialisées et aux personnes du non-alimentaire spécifiquement, mais on va élargir ça dès la semaine prochaine, très certainement. Donc ces deux présentations, en fait, enfin ces deux articles, on vous a envoyé les liens également. Joël de Montgolfier et Marc-André Camel vont passer 20-25 minutes, une demi-heure max, en fait, pour présenter ces articles, donc avec quelques slides qui ont été compilés très vite entre hier et aujourd'hui. Donc c'est Joël qui prendra la main sur la présentation, qui va partager l'écran de sa présentation. Donc vous verrez tous ces slides-là. Ces slides seront partagés avec tout le monde après, mais c'est ce qu'on s'est dit en préparation un peu plus tôt aujourd'hui avec Joël, c'est que ces slides sont valables aujourd'hui, probablement que demain ou après-demain, ils seront plus tout à fait valables, mais on va les faire vivre. Et l'idée, en fait, est de créer ce forum d'échange entre vous tous et piloté par l'Institut Commerce pour que en fait, on ait le plus possible de choses, de process, de documents, d'idées, de bonnes idées à disposition pour les actionner, pour les activer et d'une part gérer la crise d'un point de vue opérationnel et d'autre part préparer la sortie de crise, même si c'est un peu tôt pour en parler, mais il est préférable toujours d'anticiper. Vous connaissez aussi l'Institut Commerce, ce qu'on fait, c'est d'essayer de préparer le commerce de demain. Donc là, le commerce d'après-demain, pour l'instant, on va le mettre un peu de côté, mais on va dire le commerce de demain, quand on sortira de cette crise, pouvoir réactionner en fait tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne le mieux possible. Voilà, moi c'est tout ce que je veux dire pour l'instant. Je laisse la parole à Joël et à Marc-André. Et vos commentaires sont les bienvenus au fur et à mesure. Et on verra après la présentation comment on va gérer, comment on va animer en fait ce forum. Joël, je te laisse la main. Merci beaucoup Xavier, c'est Marc-André. Je vais Ah ben, c'est Marc-André qui Marc-André commence. va Pardon. démarrer, oui. la présentation. D'abord, bonsoir à tous. Merci de vous être libérés ce soir. Je sais que tout le monde vit des moments un peu intenses en ce moment. Et merci beaucoup Xavier, merci Émilie pour votre invitation à nous joindre à ce webinaire. Je suis Marc-André Camel, je suis partenaire chez Bain basé à Paris. Je dirige notre practice distribution au niveau mondial pour Bain. Et je suis avec Joël de Montgolfier qui est elle aussi basée à Paris et qui, elle, dirige notre équipe mondiale de recherche sur les deux secteurs de la distribution et des produits de grande consommation. Chez Bain, en fait, nous vivons cette crise du Covid-19, non pas depuis quelques jours ou quelques semaines, depuis que c'est arrivé en fait vraiment en France. Nous la vivons depuis fin décembre avec nos clients en Chine qui ont été frappés très tôt en fait par cette épidémie qui a bouleversé à la fois leur process de travail, leurs économiques, les habitudes de consommation, etc. Et donc c'est un peu sur la base de cette expérience, suivie de l'expérience que nous avons eue en Italie en avance de phase de quelques jours par rapport à d'autres pays européens, l'expérience que nous avons eue en Corée aussi, sur la base de cette expérience-là, que nous avons assemblé quelques idées que nous souhaitions en fait partager avec vous. Alors, les choses évoluent très rapidement, comme le disait Xavier, et tous les jours en fait nous continuons d'écouter ce qui se passe sur les différents marchés, pas simplement en France, mais aussi à l'étranger, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Nous étions ce matin, Joël et moi, avec un patron de distribution américain et un patron chinois. Et nous avons comparé en fait leur approche de la crise. Donc on essaye d'enrichir en permanence notre approche de ces problèmes. Et on s'est dit avec Xavier que ce serait bien de créer ce forum de partage d'expérience. Donc comme nous sommes consultants, on a toujours envie de présenter plein de slides, mais on va faire en sorte que nos présentations soient vraiment très très courtes pour laisser le plus de place à la discussion, à vos questions, etc. Voilà. Donc, juste pour commencer, pour nous aligner en fait sur comment regarder cette crise. D'abord, c'est important de se dire que cette crise, quand on l'a vu se déployer déjà ailleurs, elle se déploie typiquement en trois phases. La première phase, c'est une phase d'émergence où le virus est présent, mais franchement, la vie de tous les jours paraît encore normale. Les pouvoirs publics ne prennent pas vraiment de grandes actions. Et le sentiment dans le public, c'est c'est une petite grippe. Et on a tous connu ça. Et vous vous souvenez encore de ce qu'on se disait il y a peut-être pas plus de 10 jours en France.
La deuxième phase de cette crise, elle est d'abord inévitable et inexorable, et elle va arriver partout, y compris dans les pays qui ne l'acceptent pas encore intellectuellement. C'est la phase de très forte croissance ascensionnelle. Le virus se répand très très vite, les gouvernements commencent à réagir et à prendre des actions de plus en plus restrictives, et on voit des choses très différentes dans des pays très différents. Et du coup, les distributeurs et les industriels voient leur business très fortement impacté, à la fois la demande, l'offre, etc. Et quand certains retailers, ceux qui sont encore ouverts en fait dans cette phase-là, ont des demandes, ont des pics de demandes qui sont très très difficiles à gérer, des pénuries, etc. Et une partie de la distribution est-elle obligée de s'arrêter, de fermer boutique, et c'est extrêmement douloureux. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une phase 3 après la phase 2, et c'est ce qu'on commence à voir, c'est pas encore complètement avéré, mais on commence à le voir en Chine. C'est ce qu'on appelle, moi je l'appellerais en français, c'est une phase de rémission d'abord et ensuite de guérison, parce que c'est une phase extrêmement délicate. On voit déjà en Corée, alors que tout le monde pensait que la crise était finie, les statisticiens avaient dit, ça y est, on est dans la phase de descente de cette crise logistique. Et en fait, non, il y a de nouveau des clusters qui apparaissent. Les Chinois ont de nouveau en fait, quelques cas qui sont importés de l'étranger, et il y a ce risque que ça repart. Alors, si on essaie de se dire où est-ce que ça existe, où est-ce que ça n'existe pas, ces phases-là, en fait, dans tous les pays d'Europe, on est aujourd'hui, à notre sens, en phase 2. Il y a un pays en Europe qui ne l'accepte pas encore intellectuellement ou politiquement, c'est le Royaume-Uni. Les États-Unis sont pour beaucoup déjà en phase 2. Il y a eu, il y a 2 jours déjà, la fermeture des écoles. Il y a des zones des États-Unis qui sont entrées en confinement, sur la côte ouest en particulier, mais aussi sur la côte est. Mais la réalité, c'est que la plupart des pays doivent être déjà en phase 2. Alors, il y a des pays qui ne communiquent pas du tout. Je ne vais pas passer du temps sur la Turquie ou la Russie, qui ne communiquent quasiment rien. Mais il n'y a aucune raison de penser que ces pays ne sont pas en plein dans la phase ascensionnelle de la deuxième étape. Alors, aujourd'hui, on n'a que la Chine qui est vraiment entrée qui émerge en fait dans cette phase de guérison, de rémission et de guérison. La Corée n'est pas encore complètement sortie. On espère que ça va arriver, mais voilà comment les choses se déroulent. Alors, nous, en regardant ces 3 phases et en nous disant qu'on est clairement aujourd'hui dans cette phase 2, en France en particulier, on voudrait en fait essayer de partager avec vous quelques impératifs qui nous paraissent absolument critiques pour à la fois les distributeurs, mais aussi les industriels. Et pour l'avoir vécu, encore une fois, en Chine, pour l'avoir mis en œuvre avec certains clients en Italie, on sait que ce sont des phases qui sont vraiment très importantes. Dès la phase 1, en fait, il y a un besoin de très vite mobiliser une équipe de réponse à la crise. La plupart d'entre vous, dans vos entreprises, vous avez déjà ça. C'est rarissime de rencontrer aujourd'hui une entreprise qui, quelques semaines après le début du Covid, n'ait pas fait ça. Donc ça, c'est déjà quasiment partout, même si c'est fait plus ou moins intensément, plus ou moins systématiquement dans les différentes entreprises. Pour nous, le premier impératif vital des business dans lesquels vous êtes, c'est de protéger les gens, c'est protéger les employés de vos entreprises d'abord. Parce que s'il n'y a pas d'employés, comme le rappelait ce matin le patron de l'entreprise chinoise avec laquelle on discutait, si je n'avais plus de personnel dans mes magasins, j'aurais pu fermer l'entreprise. En fait. Donc, 1, c'est protéger les employés, et 2, c'est protéger les consommateurs. Et ça, on n'y reviendra pas trop aujourd'hui parce que tout le monde est déjà dans cette phase-là. Mais je dois dire que la mise en œuvre aujourd'hui, elle est fortement variable. Quand vous baladez dans les magasins parisiens, c'est assez variable, la mise en place de situations de gestion sanitaire en fait, des magasins et de la relation avec les clients. Mais les impératifs qui suivent sont très importants aussi. D'abord, c'est de placer toutes les opérations en mode de crise. J'y reviendrai pour la partie retail et Joël y reviendra tout à l'heure sur la partie industrielle. C'est aussi de sauver le plus possible tout le cash qu'on peut avoir. Cette crise est une crise de cash d'abord en fait pour les entreprises. Avant d'être, c'est pas une crise de profitabilité, c'est pas une crise de like for like, etc. C'est le cash qui doit être protégé le plus possible pour être capable en fait de s'adapter aux nouvelles réalités financières et de survivre les quelques semaines que la crise va durer. L'impératif d'après, et il va venir assez vite, c'est contre-intuitif, je vous promets, surtout dans toutes vos entreprises qui doivent être aujourd'hui complètement consommées en fait par
par la gestion immédiate du court terme, il faut très très vite commencer, en plein milieu de la phase 2, commencer à poser les jalons en fait, du plan de sortie de crise. Savoir comment, on y reviendra tout à l'heure, mais savoir comment on va émerger tous ensemble plus fort de cette crise et non pas en victime de ce qui se sera passé. Évidemment, derrière, il y a un dernier impératif qui est de communiquer. On ne communique jamais assez dans ces phases-là. Et au-delà de communiquer, avec Joël, nous, on pense que il y a quelque chose, il y a une leçon en fait très très forte de ce qu'on a vu dans d'autres pays, c'est de collaborer. Et la collaboration, elle est avec les pouvoirs publics, elle est entre fournisseurs et distributeurs. Elle peut être collaboration en interne. On voit des nouveaux modes de travail qui émergent dans cette période-là. Mais ça peut être aussi une collaboration dans le secteur entre entreprises qui ont été jusque-là des concurrents féroces pour s'aider au niveau d'une zone de chalandise, au niveau d'une ville, au niveau d'un quartier, pour partager peut-être qui des collaborateurs, qui des produits, qui des capacités logistiques, etc. Donc voilà le menu en fait de la gestion de cette crise étalé sur les 3 phases, c'est 6 impératifs. Et ce que je vous propose de faire, c'est maintenant de rentrer dans 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est partager quelques éléments tirés de notre expérience pour les distributeurs. Tirer ensuite, et c'est Joël qui le fera, ou partager avec vous quelques éléments de plan d'action pour les industriels. Et ensuite, nous, on arrêtera la partie présentation et on voudra absolument créer un dialogue avec vous autour de cette table virtuelle. Voilà. Donc, si cet ordre du jour, ce sommaire vous va bien, je vous propose de passer directement dans la partie retailer. Et je ne vais pas passer, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne vais pas passer sur les impératifs 1 et 2, donc la mise en place d'une cellule de crise et deuxièmement la protection des gens en fait. Je vais aller directement sur ce qui est aujourd'hui en fait en train d'évoluer le plus vite, c'est la gestion des opérations en mode de crise. Il y a quatre domaines que je vous propose de considérer. Le premier, c'est les opérations magasins. Alors je dis magasin, mais c'est tout l'environnement en fait de vente. Ensuite, le deuxième sujet, c'est la chaîne d'approvisionnement. Le troisième sujet, qui est un sujet qui a pris une énorme importance ces jours-ci, c'est l'exécution en fait des ventes en ligne. Et le quatrième sujet, c'est tout ce qui est entrepôt et logistique, au-delà de ce que j'aurais dit dans la partie approvisionnement. Donc, sur la partie opération dans les magasins, il nous semble qu'il y a 2 grands chapitres, c'est des macro-chapitres. Évidemment, derrière tous ces points-là, il y a beaucoup, beaucoup de détails. Je vais essayer de rester à un niveau suffisamment élevé pour qu'on puisse aller très vite sur ces points et aller vite à la discussion. Donc, il y a un chapitre qui est de continuer à mettre l'accent sur la protection des gens, la santé et la sécurité en fait. Et là, ça veut dire que en fait, dans les opérations des magasins, il faut augmenter significativement tous les efforts de nettoyage, minimiser toutes les opérations de manutention, minimiser en fait toutes les choses qui augmentent, enfin la promiscuité entre les gens et le contact entre les gens. Et donc, ça peut vouloir dire rationner l'entrée, donc faire entrer les clients, peut-être un par un dans certains cas, on l'a vu en Italie, mais en tout cas dans des nombres limités dans les magasins. On le voit aujourd'hui aussi, si vous avez eu l'occasion d'aller faire des courses à la boulangerie ou ailleurs, c'est déjà le cas en fait dans certains magasins en France. Et puis, c'est réfléchir aux heures d'opération. Il y a des magasins qui ont déjà pris des initiatives très intéressantes où il y a des heures qui sont dédiées aux personnes faibles, en fait, donc les personnes, nos anciens, nos aînés. Il y a des heures dédiées aussi pour les personnes handicapées. Il y a des magasins ailleurs en Europe, qui ont commencé le rationnement, c'est-à-dire la réservation des quotas d'entrée par heure. On doit réserver 1 heure pour aller accéder au magasin. Donc ça, c'est une première chose. Mais pour moi, la difficulté la plus grande que les distributeurs vont rencontrer dès cette semaine, et ça va aller crescendo dans les 2-3 semaines qui viennent jusqu'à ce qu'on trouve un nouvel équilibre, en fait, un nouvel optimum, c'est d'adapter les opérations aux problématiques de pénurie de personnel. Depuis que la France est entrée en fermeture des écoles, ce n'est pas la maladie ou la pénurie de produits
qui va poser le plus grand problème aux distributeurs, c'est la pénurie de personnel. En fait, qu'est-ce qui se passe? On a jusqu'à entre 30 et 50% du personnel. Il y a des distributeurs qui sont avec nous dans le webinaire. Je serais curieux tout à l'heure d'entendre leur expérience de ces 2-3 derniers jours, mais entre 30 et 50% du personnel qui ne vient pas. Et donc, ça pose tout un tas de problèmes d'ouverture des magasins et d'ouverture dans des conditions acceptables, en fait, pour être capable de faire le restockage, etc. Et donc, ce que ça va inévitablement obliger les distributeurs à faire, c'est faire des hiérarchies, en fait. Hiérarchies dans une zone de chalandise donnée, dans une ville donnée, dans un quartier donné. Quand on a plusieurs magasins, est-ce qu'on peut en fermer quelques-uns pour réallouer le personnel sur les autres et continuer les opérations? Pareil pour le online. Il y a quelqu'un qui parlait de Colruyt qui fermait tous ses drives aujourd'hui. C'est la même chose en fait, et donc tous les distributeurs sont confrontés à ce problème de pic de demande et pénurie de personnel. Donc ça, c'est la problématique des opérations. On pourra y revenir tout à l'heure. Je serais curieux d'entendre encore une fois vos expériences. Deuxièmement, c'est la supply chain et c'est surtout l'approvisionnement en produits en fait du côté retail. Donc c'est le category management, etc. Et là, depuis un moment, on voit les retailers qui agissent en mode crise, en fait, et qui se disent, on arrête nos plans de catégorie management habituels, on arrête nos planogrammes habituels. Ce n'est plus possible, en fait. Aujourd'hui, la plus grande urgence, c'est presque une mission de salut public, en fait, c'est d'assurer que sur tous les besoins essentiels de la population, on arrive à leur vendre des produits. Et peu importe si on a une offre de 45 SKU différentes dans une unité de besoin, on va essayer de réduire la complexité, mais de s'assurer qu'il y a le maximum de produits disponibles pour satisfaire les besoins de nourriture de la population. Rappelez-vous aussi qu'il y a une chose qui se passe en ce moment, c'est que la population étant confinée à la maison, on ne déjeune plus sur le lieu de travail. Donc, il y a mécaniquement en fait plus de besoins d'achat de nourriture en magasin qu'il n'y en a jamais eu dans le passé. C'est une explication, c'est pas juste les gens qui sont en panique et qui veulent plus de produits, c'est simplement qu'ils se préparent à cuisiner beaucoup plus à la maison et à se nourrir beaucoup plus à la maison qu'ils ne le faisaient dans le passé. Donc, il y a ce besoin de continuité de l'offre et donc c'est sûrement des négociations aussi entre les distributeurs et leurs fournisseurs pour être capables d'avoir cet approvisionnement, simplification de l'assortiment, ajustement des types de packaging, etc. Et focalisation sur l'obtention en fait, du maximum de produits en magasin. Pourquoi je dis ça? Parce que rappelez-vous qu'il y a une semaine, le nord de l'Italie a été confiné, a été mis en quarantaine. Eh bien, quand vous êtes dans cette situation, on l'a vu, alors, tous nos clients l'ont vu en Chine, on l'a vécu, c'était un cauchemar. Il y avait des produits dans des camions, et les camions étaient bloqués à la porte d'une région, en fait, d'une province chinoise. On a vu ça aussi en Italie. Donc, le produit était là, impossible de l'amener, de le faire transiter dans la région. Alors, à moins que le gouvernement ne relâche complètement toutes les contraintes, ce qui est possible, en fait, on peut arriver, si l'épidémie devient plus grave encore, on peut arriver à des mesures de confinement plus sévères que ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore souple. On pourrait arriver à quelque chose de plus sévère comme on l'a vécu en Chine. Et dans ce cas-là, c'est très, très important de descendre le plus possible, le plus bas possible, le plus de quantité de produits dans les magasins. Voilà. Je m'arrête. Évidemment, ce n'est pas forcément la meilleure période pour faire des promotions. La plupart des distributeurs vont sans doute arrêter de faire certaines promotions qui étaient des promotions de business as usual dans une période comme aujourd'hui. Il y a ensuite la partie online. Le online a connu un pic de croissance extrêmement fort et il connaît en fait les mêmes problèmes que les magasins, c'est-à-dire pénurie de produits, mais surtout pénurie de personnel aujourd'hui. Et donc, il y a tout un certain nombre d'idées en fait, qu'on peut déployer pour essayer de suivre la demande et satisfaire les besoins des clients. Aujourd'hui, on en est à entre 8 et 12 jours pour livrer des commandes. En Angleterre, Tesco hier était à 17 jours. Et évidemment, ce sont des problèmes qui se payeront à un moment dans l'image que les clients vont garder en fait de vos services online. Mais aujourd'hui, voilà, il faut gérer la crise. Certaines des solutions de crise peuvent être ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire éventuellement réallouer du personnel de magasin vers les drives. Il peut y avoir d'autres solutions si des chaînes sont obligées de fermer des magasins entièrement parce qu'elles ne peuvent plus les staffer en fait.
peut-être qu'on peut transformer ces magasins en dark store, en fait, en centre de fulfillment pour l'online. Donc, il peut y avoir, en fait, je pense que dans les 2-3 semaines qui viennent, on va voir des choses qui se passent dans les différentes chaînes de distribution en France qui vont tester toutes ces idées pour être capables de servir mieux les clients. Et enfin, il y a toute la partie entrepôt et logistique. Encore une fois, le problème principal va être d'abord un problème de pénurie de personnel. Et derrière, ça va être le risque en fait que le cloisonnement, si jamais l'épidémie augmente, on ait un cloisonnement qui isole en fait les centres logistiques des magasins qui ont le plus besoin des produits. Voilà, on peut imaginer tout un tas de solutions de flexibilisation ici. On peut essayer d'imaginer des solutions pour anticiper et pallier les risques qu'il y a sur le transport. Je vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'il y a d'autres sujets que je voudrais qu'on aborde ensemble. Le quatrième impératif de la liste, c'était save cash for survival. C'était sauver le cash le plus possible parce que dans certains cas, c'est le cas certainement de tous les retailers qui sont des retailers non alimentaires. Aujourd'hui, il y a vraiment une vraie problématique de survie. C'est pas je vois, il y a une dichotomie dans le retail aujourd'hui en France. Il y a des gens qui font plus 20, plus 30, plus 40% de chiffre d'affaires et qui se disent, bon, bah, finalement, c'est difficile à vivre, mais en tout cas, financièrement, ça se passe plutôt bien, à condition que ça continue comme ça et que l'épidémie n'aille pas dans des problématiques plus graves que je viens de décrire. Mais de l'autre côté, vous avez l'autre moitié des retailers de France qui sont très, très, très inquiets parce qu'ils sont exsangues et qu'on n'arrive même pas encore à anticiper les problématiques de supply chain qui vont suivre une fois la phase de recovery, de guérison et de rémission arriver. Donc là, si on parle vraiment des distributeurs qui sont plutôt du côté alimentaire, en fait, alimentaire et near food, nous, on pense qu'il y a, et je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais il y a 2 types de mesures qu'il faut absolument mettre en place. Après avoir aussi convaincu l'ensemble du management des entreprises que le cash est absolument critique. Il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas cette question et ils devraient absolument se la poser. Il faut absolument se poser cette question, même si on entend en France, on a la chance de vivre dans un système social en fait où il y a un État qui dit qu'il va aider, il va empêcher les faillites, etc. C'est absolument critique que le logiciel en fait du management de toutes vos entreprises, qu'elles soient industrielles ou qu'elles soient distributeurs, se change en fait et déclenche en fait une urgence sur la partie cash. Dans les mesures, il y a des mesures qu'on appelle des mesures de frein. Donc, je tire le frein à main en fait sur un certain nombre de dépenses. Ça peut être, je réduis les capex, j'arrête un certain nombre d'engagements avec des externes qui ne sont pas forcément critiques. Je négocie avec mes fournisseurs pour essayer d'étendre un peu les délais de paiement et sauvegarder un petit peu le cash. Et puis, on a vu ça de façon répétée ces derniers jours. Vous avez vu ça dans les journaux. Toutes les entreprises essayent de tirer sur leur ligne de crédit auprès des banques. Mais il y a des choses qui sont plus compliquées à réaliser. On appelait ça, c'est un peu casser la porcelaine. En fait. Là, c'est dans les situations qui sont beaucoup plus difficiles, plus délicates, c'est se dire il peut y avoir aussi des mesures de frein sur les salaires ou de coupe, de participation en fait de l'ensemble de l'entreprise à l'effort global pour survivre. Ça peut être aller jusqu'à même réduire en fait la force vive d'entreprise, ce qui n'est pas forcément la première chose à faire pour la sortie de crise en quelques semaines, mais c'est une option qui sera regardée par certains, dans certains cas très compliqués. C'est réfléchir à fermer un certain nombre de magasins ou sortir de certaines géographies. Et puis, c'est arrêter toutes les dépenses non business qu'on peut retarder un petit peu. Ça peut être la maintenance de certains magasins. Ça peut être des projets d'investissement qu'on avait fait, mais on va essayer de tout retarder. Encore une fois, le problème n'est pas un problème de rentabilité, c'est un problème de cash. Donc voilà pour cette partie-là. Je voudrais juste dire un mot avant de passer la parole à Joël sur l'étape d'après. Je pense que c'est important de se dire qu'il y a une sortie du tunnel, en fait. Il n'y a pas que la crise telle qu'on la vit en ce moment dans cette phase ascensionnelle. Et dans cette phase 3, moi j'attire votre attention, et je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais j'attire votre attention sur 2 têtes de chapitre. Je serais ravi qu'on en parle après.
D'abord, je pense que tous les distributeurs vont devoir, en sortie de cette crise, et ça commence dès maintenant, en fait. Le problème, c'est qu'on ne peut pas trop attendre. On ne peut pas attendre des semaines et des semaines et se retrouver face au mur pour adapter tous les plans de l'année, en fait. Parce que 2020, on va arriver probablement à l'été, à la sortie de cette crise, et il y aura encore toute la moitié de l'année. Tous les plans devront être adaptés, et surtout le retour graduel à cette nouvelle normalité dans laquelle on sera. Il va falloir la préparer. Par exemple, comment vous relancez votre système de staffing, comment vous remettez en fait, alors que vous avez réalloué complètement vos employés de magasins, etc., comment vous repartez sur un système plus normal, comment vous repartez sur un système d'assortiment normal, comment on remonte en puissance dans les commandes auprès des industriels, comment on recrée les planogrammes, à quelle vitesse, avec quelle urgence, etc. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon aussi du choc pour rendre notre business plus résilient à l'avenir? Comment on revoit tous les niveaux de stock et comment, in fine, on se retourne en fait financièrement et on se dit voilà comment on va finir l'année, voilà les niveaux de cash qu'on va générer, voilà les capex qu'on peut lancer quand même parce qu'il faut que la machine continue de tourner, etc. Et comment on se prépare à des choses un peu plus positives. Parce que ce qui est très intéressant, c'est si vous regardez les deux dernières crises, celle de 2001 avec le SARS et celle de 2008, elles ont été suivies de périodes de boom économique. Donc, il ne faut pas non plus sombrer dans une morosité complète. Il faut se dire que c'est une période très difficile, mais qu'à la sortie, il faut se préparer. Et donc, c'est la dernière partie de ma planche sur la partie droite. Il y a tout ce qu'on fait pour cette année et il y a aussi comment on sort stratégiquement plus fort de cette crise. Et ça, ce sont des questions que les états-majors de vos entreprises doivent absolument commencer à se poser. Qu'est-ce qui a changé dans le marché? Qu'est-ce qui a changé radicalement et définitivement dans le comportement des consommateurs? Et qu'est-ce que ça implique pour notre stratégie? Est-ce qu'il y a aussi des opportunités sur nos compétences, sur notre réseau, etc. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire rapidement pour monter en compétences, pour renforcer notre réseau? Et est-ce qu'il y a en fait des leçons à tirer sur le futur, sur la stratégie de cette crise, sur notre position de coût à long terme et sur notre résilience financière à long terme? Voilà. Mais le message principal, c'est qu'il y aura une guérison et une rémission après cette crise. Merci Marc-André de cette note positive, c'est très bien. Est-ce qu'il y en a un qui veut lever la main et faire un commentaire? Marc-André avait envie d'avoir le point de vue des distributeurs qui sont là. Donc, il y a des personnes de Carrefour et des personnes de Auchan qui sont là. Est-ce que l'un d'entre eux voudrait faire un commentaire? Il faut juste à ce moment-là envoyer un message dans la conversation en disant oui, moi j'ai envie de prendre la parole, ou de lever la main et je regarde vite pour activer le son. Et si ce n'est pas le cas… Sinon, je vous propose que Joël continue. On continue, exactement. On fait un Q&A plus large. Ok. Et on répondra à la question de B, je crois que c'est Benjamin Lefebvre, un petit peu plus tard. Joël, on te laisse la main. Très bien. Je prends la suite sur la partie plan d'action pour les sociétés de grande consommation. D'abord, pour dire une première chose, c'est par rapport au plan d'action que Marc-André a présenté, il y a en fait énormément d'éléments qui sont partagés et sur lesquels je ne vais pas revenir. Tout ce qui concernait la mise en place de cellules de crise, tout ce qui concerne la protection des employés. Il y a un petit peu moins en grande consommation de points de contact direct avec les consommateurs qui font qu'il n'y a pas à la fois le front des employés et le front des magasins à surveiller. Donc, c'est peut-être un peu moins une priorité brûlante à gérer du côté de la grande consommation, mais il y a quand même, malgré tout, beaucoup de contacts et de manipulations avec le produit qui font que voilà, quand on se passe les produits dans la chaîne logistique, quand on finit par les transmettre dans les magasins, etc., il peut y avoir néanmoins des contaminations. Donc, de toute manière, ces impératifs-là, ils restent absolument
valides. Je les recouvrerai pas parce que, encore une fois, ils sont devenus un peu communément admis dans l'industrie, donc on n'a pas besoin de s'étendre là-dessus. Ce qui nous semblait intéressant, c'était de dire, bon, en fait, en regard de cette tension dans la distribution qu'a décrite Marc-André, on trouve les fabricants et qu'est-ce que eux ils ont à gérer. Donc, de manière assez évidente, moi, je passerai en revue 4 thèmes qui nous semblent les plus critiques à ce stade. Le premier, c'est bien évidemment celui de la production et de la montée en charge dans pas mal de catégories pour essayer de répondre à une demande croissante. Vous avez un certain nombre de catégories dans l'environnement alimentaire et para-alimentaire qui se trouvent aujourd'hui en forte croissance. Il y en a quelques-unes qui sont considérées beaucoup moins comme des nécessités et qui n'ont pas ce type de dynamique. Mais en règle générale, avec un rapatriement sur une demande domestique, en fait, on a pour l'ensemble pas mal de croissance partout. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment on s'ajuste? Après, Marc-André évoquait le sujet de, en fait, il y a le transport au point de vente final qui commence à devenir, dans pas mal de marchés, un point de douleur et un point d'étranglement du système. Donc, qu'est-ce qu'on peut arriver à faire, sachant qu'on souffre un peu des mêmes contraintes que la plupart des distributeurs, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est pas tant une dynamique de contamination par le virus qui est en train d'affecter la présence des employés, mais c'est en fait le fait que les écoles aient été fermées et que pour beaucoup, les gens se retrouvent confinés avec aucune solution de garde pour leurs enfants et donc ça crée nécessairement des points de tension dans l'ensemble de la chaîne. Et puis 2 sujets qui sont un peu plus spécifiques, il me semble, c'est le sujet de la relation commerciale. Donc je voyais qu'il y avait pas mal de commentaires dans le panel sur qu'est-ce qu'on fait en fait avec les forces de vente. Et puis le sujet plus spécifique du marketing. Voilà, est-ce qu'on coupe les robinets, est-ce qu'on les réajuste et notamment comment est-ce qu'on ajuste les messages. Donc je vais essayer de faire un tour d'horizon assez rapide en illustrant le propos par des exemples, mais je ne veux pas non plus prendre la parole pendant trop longtemps pour des choses qui semblent, je pense maintenant, qui commencent à devenir assez évidentes. Dans l'ajustement de la production, évidemment, il y a l'ajustement de la planification de la demande et les mécanismes qu'on arrive à mettre en place pour essayer de monter en charge le plus vite possible. Dans les catégories où on observe un accroissement de demande, nous, souvent, ce qu'on a vu mettre en place par des clients, ce sont c'est en fait la simplification de l'assortiment que décrivait Marc-André de l'autre côté pour s'assurer qu'il y ait une continuité d'approvisionnement. En fait, on va passer sur des batchs de production beaucoup plus efficaces, beaucoup plus longs, qui font qu'on se recentre beaucoup sur ce que nous on appelle les hero SKUs, donc vraiment les produits iconiques par catégorie, et puis qu'on va aussi éventuellement pousser les formats qui sont un peu spécifiques aux canaux en forte demande, donc des packaging qui sont plus spécifiques au online par exemple. Ou des choses comme ça, ou à de la demande en ligne, pardon, ou des choses comme ça. Dans certains canaux, on voit aussi la demande pour des emballages ou des packs de taille beaucoup plus grande. Ça, c'est particulièrement vrai dans la période un peu de panique qui arrive en début de crise. Quand la consommation va se normaliser un peu après, ce sera sans doute moins pertinent. Mais on avait des commentaires de clients qui nous disaient ce virus a plus fait pour la simplification de nos assortiments que 10 ans de projet à essayer de couper la queue d'assortiment sans jamais y arriver. On voit aussi, il y a quand même des fonctionnements sous contrainte dans les usines. Donc, vous avez évidemment cette pénurie de main-d'œuvre qui est handicapante. Et puis, vous avez aussi toutes les procédures qu'il faut mettre en œuvre pour garantir qu'il n'y ait pas de cross-contamination. Donc, vous avez, par exemple, des équipes qui sont spécialisées sur la recherche-développement, l'ingénierie, la qualité, qui vont se focaliser sur une seule équipe. Donc, en fait, on découpe les équipes centrales et on les focalise sur une seule usine pour éviter qu'il y ait des risques de contamination entre les différents sites. Vous avez les contacts qui sont réduits entre les gens qui sont sur le floor de production et ceux qui sont plutôt dans les bureaux. Et puis voilà tous les éléments de distanciation sociale qui sont mis en place, qui font que bon, on gère tout ça évidemment dans pas mal de contraintes.
Et puis, on a beau avoir des objectifs un peu agressifs d'augmentation du stock. Nous, on avait un client, par exemple, qui nous a dit en temps normal, on a 25 jours de stock, on va passer à 45. Le temps de passer à 45, en fait, la demande a tellement accéléré que finalement, il se retrouve avec seulement 15 jours de stock sur les mains. Donc, très rapidement, en fait, on est dépassé par l'ampleur de la crise. Et donc, il faut être très vigilant sur l'anticipation, en fait, des courbes de demande et puis le dispatching. Pour l'instant, on n'a pas encore, en tout cas en Europe, vu de problématiques sur l'approvisionnement en matériaux de base. Donc, a priori, c'est pas un problème de disponibilité qui va se poser ici. C'était un problème qui était très présent en Chine, notamment quand on a eu des zones qui étaient fermées et du coup l'approvisionnement ne pouvait plus se faire. Donc, ça bloquait complètement les usines au-delà même de la contrainte de main-d'œuvre. Rapidement sur les autres éléments, sur la partie logistique, on voit se mettre en place en fait pas mal de systèmes assez créatifs de contournement, puisque Marc-André parlait évidemment de la capacité d'accès aux centres de distribution, mais assez, y a pas mal en fait d'acteurs qui sont passés directement en flux tendu et qui font de l'approvisionnement au magasin. Donc toujours dans cette problématique de dire on va réduire les flux ou la durée des flux en fait au maximum et on va essayer de se focaliser sur l'approvisionnement du point de vente. Donc on a la mise en place pardon, excusez-moi, je me suis trompée de planche. La mise en place de la livraison au point de vente. On a vraiment l'optimisation du fret en s'assurant qu'on enlève toutes les catégories de queue de peloton ou tous les produits de queue de peloton pour se focaliser uniquement sur ce qui va vraiment sortir, ce qui va remplir les linéaires et qui va du coup remplir aussi les camions. Donc il y a pas mal de travail sur la capacité de distribution. On essaye d'aller chercher en fait de la capacité disponible là où elle existe. Donc évidemment tous les logisticiens tiers, mais il y a des phénomènes assez créatifs qui essaient de se mettre en place, notamment avec les gens qui ont de la flotte beaucoup plus petit format qui va directement auprès des points de vente, donc des plus petits vans, voire même du Uber en utilisant toute la flotte de Uber Eats. Avec évidemment l'attention de s'assurer que tous ces tiers aient les mêmes protocoles sanitaires que ce qu'on essaie de renforcer par ailleurs dans l'ensemble de la chaîne. Voilà. Et puis, je pense qu'il y avait pas mal de débats là-dessus dans le panel, mais effectivement, comment est-ce qu'on redéploie notre relation commerciale? Donc, il y a toute la problématique des comptes clés. Et donc, les comptes clés, il y a déjà le fait de garder la ligne ouverte alors que les distributeurs sont au four et au moulin en ce moment, aux abois, donc pas forcément toujours joignables, et que les mesures de confinement font qu'on est obligé de mener pas mal de discussions, soit par vidéo, soit par téléphone, mais il n'y a plus beaucoup de points de contact directs. Donc, on voit des mesures de renforcement de la communication avec des discussions qui ont lieu plutôt de manière journalière que hebdomadaire ou mensuelle à ce stade. On a des mesures conjointes de contrôle des prix et de la promotion. Marc-André en parlait, hein, il y a des promotions qui sont malvenues en ce moment, il y a des promotions qui de toute façon ne peuvent plus se déployer puisque certains réseaux ont été fermés. Donc tous les acteurs, même ne serait-ce que dans l'hygiène ou des choses comme ça, ont vu tout un tas de magasins et de points de vente fermés. Vous avez la problématique du online, donc évidemment vous avez une accélération de circuits de vente tels que Amazon. En fait, sur Amazon, vous avez ce que vous vendez en first party, ce que vous vendez par Amazon, pardon, ce que vous vendez éventuellement par vous-même, et puis vous avez des vendeurs tiers. Et donc, il y a eu des grosses problématiques, notamment sur toutes les catégories sanitaires, hygiène, etc., de contrôle des prix pour s'assurer qu'il n'y avait pas des distributeurs ou des grossistes qui étaient en train de se régaler sur le dos des clients avec des algorithmes parfois qui sont juste mal fixés et qu'il faut penser à désactiver. Que dire d'autre? Oui, une problématique aussi qui est plus spécifique peut-être aux acteurs qui sont très focalisés sur les circuits du hors-foyer. Mais vous avez tout un circuit qui est très pénalisé aujourd'hui par ce qui se passe. Les grossistes entrepositaires, tous les petits détaillants, les points de vente, etc.
Et donc là, il y a un impératif de rester près de ses clients, quand bien même ils sont fermés, etc. Mais d'arriver à équilibrer jusqu'à quel point je les soutiens pour les maintenir en perfusion pour l'après-crise, ou quelles sont les mesures qu'on peut envisager de voir pour essayer de nettoyer d'ores et déjà notre réseau et de rendre les circuits plus courts, plus robustes, plus résilients pour la sortie de crise. La problématique de redéploiement. Donc, on a tout un tas de gens en fait aujourd'hui qui se retrouvent inoccupés. Vous avez effectivement cette problématique des merchandisers qui ne peuvent plus entrer dans les magasins pour des logiques très évidentes et très justifiables en fait de contrôle de la sécurité et de l'hygiène. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces gens? Donc, juste quelques exemples anecdotiques peut-être, mais dans certaines catégories, on a vu des gens qui étaient redéployés vers le circuit online, mais plus dans des rôles, non pas de Salesforce et de merchandising, mais plus d'activation marketing ou de support à la consommation. Sur la partie logistique, j'ouvre peut-être un champ où il est sans doute peut-être exploré par d'autres, mais c'est vrai qu'il y a tout ce circuit des grossistes anthropositaires où vous avez de la capacité en fait disponible qui ne peut plus aller servir les petits points de vente. Comment est-ce qu'on récupère tout ça pour le rediriger vers le circuit qui ne sert pas d'habitude, qui est le circuit de la GSA, mais qui peut permettre en fait de rajouter une petite bulle d'air dans la livraison au point de vente. Et puis, dernière chose qui peut paraître anecdotique, mais je pense que vous avez tous, comme moi, reçu des messages publicitaires qui vous semblent complètement déplacés dans le contexte actuel, ou alors vous êtes sur votre flux Instagram et tout d'un coup, vous voyez des choses qui apparaissent, qui reflètent pas mal votre profil de navigation des derniers jours. Donc, il y a adaptation à la fois des canaux sur lesquels on fait la promotion des marques. Évidemment, beaucoup plus de gens sont confinés à la maison, c'est particulièrement vrai pour le marché français, mais donc il faut rerouter tout ça en dehors des circuits qui étaient plutôt les circuits de contact physique, activation sur site, sur point de vente, etc. Repartir vers les médias traditionnels que sont la télévision, la radio, mais évidemment le canal online. Donc ça, tout le monde y pense, tout le monde l'a fait. De manière pas si anecdotique que ça, il y a aussi toute l'adaptation du message. Je prends l'exemple d'une marque américaine qui est Hershey, mais qui a toute une stratégie de marketing qui est autour du concept de spread the love. Et donc, leur message publicitaire, c'est toujours des gens qui se prennent dans les bras, qui se serrent les mains. Vous vous doutez bien que dans le contexte actuel, en fait, ça peut être extrêmement mal perçu. Donc, en fait, il faut tout couper voilà, pour éviter, en fait, de porter le mauvais message ou d'être pris à revers en fait par la manière dont le message pouvait être reçu. Voilà, je suis désolée, je fais un balayage extrêmement rapide. Xavier, de toute façon, va partager la présentation telle qu'elle existe. Et puis, vous avez vu que les articles étaient disponibles par ailleurs. On les remet à jour de manière très régulière, parce que vous voyez bien qu'il y a des choses qui étaient très novatrices il y a encore une semaine et qui deviennent de la commodité au fur et à mesure où on avance. Moi, ce qui me frappe, en fait, dans les discussions qu'on a, c'est le fait de dire, et je pense que c'est peut-être le rôle que doit jouer ce forum, c'est le fait de dire qu'il y a une espèce de décloisonnement qui doit s'opérer. Marc-André avait commencé à en parler. Il y a une collaboration entre fabricants et distributeurs qui apparaît absolument évidente, mais il n'est pas impossible qu'on arrive très vite à des schémas de collaboration entre fabricants, des schémas de collaboration entre distributeurs, et puis des schémas de collaboration avec une chaîne qui aujourd'hui ne faisait pas traditionnellement partie de ce qu'on appelle la grande consommation ou la grande distribution, mais qui en fait peut avoir un rôle à jouer. Donc des logisticiens, des Uber, des gens qui viennent apporter un renfort avec de la main-d'œuvre, ou des gens qui vont apporter des capacités de logistique ou des capacités de traitement de système pour rendre peut-être un peu plus stable toutes les opérations online. Enfin voilà, donc il y a tout ce thème de la collaboration qui nous semble être un peu un moment révélateur que doit vivre l'industrie aujourd'hui. C'était tendu, c'était conflictuel. Finalement, il y a une espèce d'union sacrée qui doit s'engager pour aller servir les consommateurs finaux qui sont dans une situation parfois de détresse morale
qui peut être assez grande, qui ont des inquiétudes sur le fait de pouvoir être nourris pendant une période de temps qui reste encore à définir aujourd'hui. Et donc voilà, on lance ce sujet de la collaboration pour laquelle il nous semble que l'Institut du commerce a un rôle à jouer. Et on serait heureux de lancer le débat dans cette assemblée et puis de le continuer en fait, puisque ça demande une mise à jour absolument permanente. Merci Joël. Je regarde l'heure parce que effectivement mais c'est le premier, c'est normal, c'est un peu difficile de dimensionner les choses. Alors merci beaucoup à tous les deux. Je vais vous laisser ouvert parce qu'en fait vous avez vu les questions qui passent, hein, tout le monde les voit au fur et à mesure, mais il y avait 2-3 questions sur lesquelles j'aurais souhaité avoir une réponse de votre part. Donc la première je remonte. C'est voilà, en fin de phase 2 ou début de phase 3, avez-vous noté en Asie un mouvement des consommateurs sur les produits d'entrée de gamme en raison d'inquiétudes ou de réalité de baisse de leurs revenus? Alors, ce qu'on a noté en Asie, c'est une très bonne question en fait. Il y a 2 choses qu'il faut garder en tête. D'abord, la décélération. On nous a beaucoup posé la question de qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la phase 3. Est-ce que d'un coup, toutes les catégories qui ont été surachetées et surdemandées ces temps-ci vont complètement redescendre à zéro, etc. Les pâtes, les produits secs, etc. L'épicerie sèche. Et en fait, l'expérience de l'Asie montre que non. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une décélération, mais cette décélération, ça ne veut pas dire qu'on descend en dessous des niveaux habituels. On retrouve peut-être, on se rapproche des niveaux habituels, mais ça continue à un niveau assez élevé pendant un moment. Et en fait, la raison pour ça, c'est que un des drivers de cette surconsommation, c'est que les gens mangent chez eux, premièrement. Et en fait, le vrai indicateur du changement et du retour à une certaine normalité, c'est quand les gens repartent au travail. C'est ça qui est un des facteurs qui fait qu'en fait, on recommence à manger à l'extérieur. Il y a un rééquilibrage entre le out of home et la nourriture à domicile. Et donc, les choses commencent à s'équilibrer. La deuxième chose qui est la question qui est posée ici, c'est est-ce que les gens vont acheter moins cher? Je pense que les gens vont apprendre en fait à consommer différemment dans cette crise. Parce que cette crise a duré quelques semaines quand même. C'est pas juste 2 jours. C'est pas un truc temporaire et puis d'un coup. Donc, ils vont sans doute retrouver le plaisir d'acheter, etc. Mais je pense que on va rentrer dans une crise économique qui va durer au minimum quelques mois avant qu'on ait un rebond. C'est peut-être 1 an, 2 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, tout le monde prévoit une crise économique, même les États-Unis, qui sont jusqu'à aujourd'hui en surchauffe d'emploi. Ils sont à 4% de chômage, c'est-à-dire qu'ils sont en surchauffe, en fait. Le secrétaire au Trésor a dit ce matin qu'il s'attendait à ce qu'il y ait jusqu'à 20% de chômage aux États-Unis, immédiatement. Donc ça, c'est quand même… Il y a un retournement dans l'économie. C'est la fameuse récession que tout le monde imaginait pour 2020 ou 2021. Elle est peut-être là, elle est sans doute là. Et il est possible que cette récession économique, en fait, les craintes qui vont avec une récession entraînent une frilosité des consommateurs et un comportement un peu différent. Mais le besoin d'acheter ne va pas disparaître du jour au lendemain. Il est vrai, il y a quelqu'un qui faisait un commentaire aussi que certaines catégories ne sont pas autant demandées. L'alcool n'est pas autant demandé, le vin, etc. Les rayons sont pleins, en fait, et ça ne tourne pas autant. Oui, si je peux permettre, en fait, je pense que c'est une question de temporisation, hein, parce que donc là, on est dans les achats de panique encore. Hein, on est dans les tout premiers jours du confinement en France. Donc, on a des gens qui font des stocks, qui se retrouvent. Donc, les foyers sont élargis, on se retrouve avec des enfants, etc. Le premier impératif, c'est l'impératif alimentaire. Maintenant, au bout de 3 semaines de confinement, je ne sais pas si on va pas revoir une reprise de ce genre de catégorie. On a observé des effets assez différents entre les différents marchés. Donc, typiquement, les spiritueux, que ce soit dans la crise du SARS, les spiritueux, les vins, etc., dans la crise du SARS, ou là, récemment, sur le Covid, en Chine, ça s'est complètement effondré. Les premiers signaux qu'on a du marché américain aujourd'hui, où les gens sont dans le phénomène de panique, c'est exactement le contraire qui est en train de se passer. Les Américains, eux, ils accumulent d'abord de l'alcool pour tenir éventuellement dans la durée. Donc, voilà, il faut prendre en compte ces effets de phase et le fait de dire, c'est amusant parce que je me dis, nous on commence déjà à avoir pas mal de gens qui nous contactent pour dire parlons de la sortie de crise. Concrètement, on est 2e jour du confinement, c'est-à-dire qu'on n'est même pas sorti vraiment de l'intensité de cette phase 2 qu'on décrit. Il y en a encore pour 2 semaines, je pense, avant que ça commence à se normaliser un peu. Donc
Il ne faut pas se voir sortir trop vite du tunnel. Voilà, il va y avoir des choses qui vont rester, il va y avoir des choses qui vont se standardiser. Un des phénomènes qui nous a été décrit notamment en Chine et que je trouve intéressant, c'est le fait de dire dans la période initiale du confinement, les gens ils sont très préoccupés par le fait d'avoir du stock, donc il y a énormément d'épiceries sèches qui est acheté. Il faut pouvoir tenir dans la durée des choses qui puissent se conserver. Et puis au bout de 3 semaines de pâtes, les gens ils en ont ras-le-bol et ils veulent repasser sur du produit frais. Et donc là, on peut commencer déjà à voir avec la lassitude des menus qui se suivent et se répètent, des déplacements en fait de catégories qui vont s'observer. On va peut-être repasser sur davantage de fruits, de légumes, de produits frais. Là, il y a beaucoup moins de capacité de stockage à long terme. On est sur du beaucoup plus périssable. Mais en fait, c'est bien de regarder ce qui va se passer dans 3 mois. Mais en fait, déjà, rien que dans les 2-3 semaines qui vont venir, on va avoir des phénomènes de volatilité qui vont s'exprimer d'une catégorie à l'autre et à l'intérieur des catégories. Ok, je reviens sur une question qui était un peu plus, il y a un tout petit peu plus longtemps. La demande en ligne explose. Faut-il couper les packs online adaptés? Marc-André, enfin, tous les deux, vous avez parlé, enfin, Marc-André surtout en fait des packs pour le online ou des packs plus gros. Donc, c'était prioriser en fait ou réduire en fait l'assortiment, mais entre les différents canaux, on a parlé pas mal de magasins physiques sur lesquels il y aura des contraintes particulières. Sur le online, on en aura aussi. Mais est-ce que cette notion de packaging dédié online, est-ce qu'il faut arrêter ou est-ce que... En fait, il y a une tension à gérer qui est celle de, il y a une partie de la tension qui vient de l'efficacité de la supply chain. C'est-à-dire que quand on est en train d'essayer d'augmenter les capacités de production, c'est compliqué de gérer des batchs de produits différenciés. Et donc, ce qui peut se passer, c'est qu'on a cette tension qui prime, notamment sur un marché comme le marché français, où en fait les packs online, enfin le gros du online en France, c'est quand même du drive, donc c'est quand même le même assortiment dans les magasins. On n'a pas énormément de sur-mesure de ce point de vue-là. C'est plus sur des circuits alternatifs type Amazon et dans des catégories personal care, home care, etc., où ça peut éventuellement jouer. Sur l'alimentaire, en fait, c'est très facile de justifier rapidement qu'on privilégie avant tout de faire tourner les usines à plein rendement et que du coup, il y aura beaucoup moins de diversification sur les packs. Je pense qu'il y a une semaine, on avait des conversations avec Marc-André où je lui disais, mais en fait, ce qu'on voit en Chine, c'est qu'ils ont commencé à recouvrir même les produits frais de plastique pour essayer de limiter les risques de contamination. Et Marc-André m'a dit, mais c'est inacceptable d'un point de vue développement durable, empreinte environnementale, etc. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir relâcher l'attention, en tout cas dans les premières semaines, pour dire l'absolue priorité, c'est de nourrir tout le monde dans le maximum de sécurité possible. Peut-être que les packs online sur lesquels parfois on a de l'optimisation de quantité de carton, etc., on va relâcher un peu l'attention et puis on va passer sur des choses un peu différentes. Alors, je disais que c'était inacceptable parce qu'en Asie, en fait, c'est une habitude en Asie. Si vous avez été dans des supermarchés asiatiques, que ce soit à Hong Kong, à Shanghai, à Singapour, etc., les produits, les fruits et légumes sont emballés individuellement dans des enveloppes en plastique. Et ça ne dérange personne, en fait. Je pense que dans nos pays européens, c'est un peu plus compliqué. Ok, on arrive juste, parce qu'on arrive en fait à 3 minutes. Donc je vois que quasiment tout le monde est resté. Donc merci beaucoup à Joël et à Marc-André. On va, comme je vous le disais en intro, on va faire un compte-rendu de ce premier webinaire. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges parce que finalement, il y avait beaucoup d'informations descendantes, mais très importantes et très intéressantes à partager. Ce qu'on souhaiterait, si vous en êtes d'accord, et là je m'adresse à tous les participants, et vous pouvez mettre des commentaires, mais ensuite on va continuer à échanger par mail et sur le groupe LinkedIn, on va vous renvoyer toutes les coordonnées. L'idée qu'on souhaite porter aujourd'hui, et dans les semaines à venir, c'est vraiment du partage de bonnes pratiques. On en a évoqué quelques-unes, en particulier sur le fait de recentrer, un recentrage des points de vente, un recentrage de l'assortiment. Il y a des personnes qui sont présentes dans le webinaire qui ont dit qu'ils sont prêts à partager un certain nombre de données également.
Donc, on va essayer de recenser tout ça. Je vais vous envoyer donc un mail avec la synthèse. Il faut juste le temps qu'on la fasse. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'elle soit faite ce soir, ni probablement demain, mais on va essayer de faire ça pour vendredi. La lecture pour le week-end, maintenant semaine week-end, ça ne veut peut-être plus dire grand-chose, en tout cas dans cette période de confinement. Mais on va vous envoyer ça rapidement. L'idée, c'est d'initier ce partage. Et puis, on va probablement ouvrir un deuxième webinaire de ce type-là dans une semaine, parce qu'il faut aussi le temps de digérer. Il y aura un certain nombre de choses qui se seront passées. Mais l'idée était vraiment de lancer cette initiative. Donc, merci aux deux présentatrices et présentateurs. Merci à vous tous, participants et participantes, d'être restés. Vos commentaires, ça continue à tomber. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Et c'était que le début. De toute façon, c'est que le début du confinement. Effectivement, je pense qu'il y a une question, c'est combien de temps va durer la crise? J'en ai aucune idée, mais c'est plusieurs semaines, c'est sûr. Si vous regardez ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Corée, ça commence à se réouvrir tout doucement, mais avec le risque effectivement que l'épidémie reparte. Donc, ça va être un certain temps, comme dit Cathy, merci. Donc, merci à tous encore une fois. On va s'arrêter là pour ce soir et c'est à suivre. Donc, on va continuer ce partage. Voilà, merci. Je vais, si tu peux, Joël, couper le partage d'écran. Ça va me permettre juste de reprendre la main. Et je vais demander juste aux trois personnes de l'équipe, Sylvie, Françoise et Émilie, peut-être de rester 2 minutes de plus. Comme ça, on se débriefe juste entre nous. Et merci à tout le monde et très bonne soirée à tous et portez-vous bien. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci. Enregistrer la conversation. Hop. Enregistrement.